Au cœur des montagnes paisibles du nord de l'Espagne, une retraite estivale se transforme rapidement en cauchemar. Depuis l'intérieur de leur camping-car, José Soleil, sa femme et leur fille regardent un torrent d'eau couler sans relâche sous leurs fenêtres. Maintenant, tout a disparu, seules quelques caravanes sont accrochées aux arbres, entourées de vagues d'eau boueuse. Malgré la gravité de la situation, la famille est désormais en sécurité. Une vague d'inondations transportant des troncs et des rochers a déferlé. L'assaut soudain les a plongés dans une lutte désespérée pour survivre, l'ombre de la mort planant sur eux. Des dizaines d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est arrivé de nulle part et cela les a pris par surprise, sauf pour quelques-uns qui savaient qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant l'inévitable. Le matin du mercredi 7 août 1996, l'Institut national de météorologie espagnol a émis une alerte concernant la tempête qui approchait pour le nord du pays. Les fortes pluies d'été sont fréquentes ici. Mais selon les experts, celle-ci était plus intense, avec la province d'Aragon qui devait être la plus touchée. Et niché au nord de celle-ci, au cœur de la chaîne des Pyrénées, se trouve le camping Sierra de las Nieves, l'un des plus beaux de l'intérieur de l'Espagne. À l'époque. L'établissement primé avait ouvert 6 ans plus tôt et était réputé pour sa qualité. En août, plus de 600 clients étaient enregistrés sur le site. Même si beaucoup avaient décidé de partir en excursion, l'endroit grouillait de monde, sans se soucier de la pluie. Après tout, une averse d'été ne pouvait certainement pas changer leur humeur. Quand il s'est mis à pleuvoir à verse en fin d'après-midi, les gens se sont réfugiés dans leurs tentes et camping-cars, attendant qu'elle cesse. Cependant, une demi-heure plus tard, elle s'intensifiait. Néanmoins, cela ne semblait toujours pas déranger les campeurs réfugiés dans leurs tentes. Ils ignoraient qu'ils se reposaient trop dans un piège mortel. Le camping Las Nieves avait été construit sur un dépôt de sédiments au pied de 2 collines escarpées, mais plus important encore, à la sortie du ravin Heras qui les sépare. Au fil des années, il a été sujet à de puissants torrents d'eau dévalant son lit lors de fortes pluies. La quantité de pluie estimée au camping était de 200 à 250 mm. Le jour de la catastrophe, environ un quart de cette quantité de pluie est tombée en seulement 8 minutes. Le sol ne pouvait pas absorber autant d'eau, donc tout l'excès a dévalé le ravin, emportant des rondins et des rochers. Cela a provoqué un embâcle au niveau du pont qui a cédé sous la pression, envoyant une vague d'eau et de débris dans le camping. En quelques instants à peine, le calme a laissé place à la panique. Lorsque la vague a déferlé, les campeurs se sont retrouvés à lutter pour leur survie. Beaucoup ont été pris par surprise et n'ont pas eu le temps de s'échapper. Ils luttaient pour rester à la surface alors que l'eau les emportait en aval, avec les tentes, les meubles, les voitures et même de grands camping-cars. Un survivant se rappelle comment le courant a emporté sa famille et lui. Il s'est retrouvé coincé dans les branches d'un arbre en train de tomber. Il a eu de la chance car il a grimpé dans l'arbre et a trouvé refuge dans la cime. Mais malheureusement, ses parents et ses 2 frères ont été emportés par le torrent. Les campeurs surpris par le torrent alors qu'ils étaient dans leur camping-car étaient un peu mieux placés, car ils étaient hors de portée directe de l'eau. Pourtant, ils étaient empiégés à l'intérieur de leurs fourgons et caravanes, flottant comme des bateaux sur l'eau. Comme l'adolescent, ceux qui étaient coincés dans les arbres ont eu de la chance, car ils ont été sauvés d'être emportés par l'inondation. Mon fils a crié « On va mourir ». J'ai répondu « Oh non, on ne va pas mourir ». Mais aujourd'hui, j'ai vu aux infos que des enfants sont morts. Avec le temps, le niveau de l'eau a baissé et la crue a perdu de sa puissance destructrice. Néanmoins, la pluie tombait toujours à verse et une eau brune et boueuse traversait le camp, empêchant les gens de fuir ou de rejoindre ceux qui étaient encore en danger. Un temps précieux a été perdu jusqu'à ce que l'eau redescende à un niveau sûr. Bien que profondément bouleversés par la tragédie, il n'y avait pas de temps à perdre car de nombreuses personnes devaient encore être secourues. Heureusement, la nouvelle de la catastrophe est rapidement parvenue au village voisin de Biescas et à ses habitants. Avec une petite équipe de pompiers qui s'est précipitée pour aider, ils ont lancé un appel général à l'aide. À la tombée de la nuit, des centaines de soldats, membres de la Croix-Rouge et bénévoles étaient présents. Toute la nuit, ils ont travaillé avec acharnement pour sauver le plus de personnes possible. Tous les blessés ont été transférés à Biescas, où ils ont reçu les premiers soins avant d'être envoyés à l'hôpital.
Malheureusement, au fur et à mesure que l'opération de sauvetage avançait, les premières victimes de l'inondation sont apparues. Mais à ce moment-là, l'obscurité empêchait les sauveteurs d'évaluer l'ampleur de la tragédie. Ils n'ont réalisé l'horreur survenue au camping que le lendemain matin. Les campeurs et les sauveteurs erraient ancrés sur le terrain couvert de boue, à la recherche de survivants et d'effets personnels. Là où poussaient des arbres, seules des voitures et caravanes détruites subsistaient. Les rues du camp avaient disparu, l'eau, la boue et des tas de décombres recouvraient toute la zone. Trouver quelqu'un était un véritable défi. Même si des chiens entraînés ont été amenés, la boue s'était rapidement durcie, alors les secouristes luttaient pour retrouver sous la boue aussi bien les survivants que les corps des morts. La seule façon de sonder le sol était d'utiliser des bâtons, ce qui était un processus lent et épuisant. Pour compliquer davantage le sauvetage déjà difficile, le torrent avait emporté des corps dans la rivière Gallego. Une victime a été retrouvée à 13 km de là, dans le marais de Sabanago. Comme beaucoup d'autres, la force de l'eau était si puissante qu'elle leur a arraché leurs vêtements. L'opération de récupération a duré plusieurs jours. Des ambulances et des hélicoptères ont transporté les corps vers une morgue improvisée pour identification. Ce fut un processus ardu. La police ne disposait pas d'informations précises sur le nombre de campeurs, ni sur leur identité. L'ordinateur de la réception a été détruit par l'inondation et est devenu inutilisable. Traumatisés et engourdis par le froid, les survivants ont été envoyés à Biesca, où un abri temporaire a été installé. Les habitants ont montré leur solidarité en offrant aux victimes des vêtements, de la nourriture et un hébergement chez eux. Les experts affirmaient qu'une inondation de ce type ne se produit qu'une fois tous les 200 ans, mais était-ce vraiment le cas au camping de Biescas? Beaucoup n'étaient pas d'accord. La catastrophe n'est pas survenue par hasard, et ce sont en réalité les hommes qui ont entravé la nature, pas l'inverse. Certains ont reproché l'emplacement du camping à l'embouchure du ravin, qui avait déjà montré un fort potentiel de crue soudaine par le passé. En fait, après une inondation dramatique survenue 70 ans plus tôt, les autorités ont construit un canal au milieu du dépôt de sédiments pour diriger l'eau en cas de forte pluie et protéger la zone. De plus, 36 barrages de rétention de sédiments ont été construits le long du ravin Hervis pour prévenir les glissements de terrain. Cependant, le système construit pour prévenir les inondations n'a fait que contribuer à la tragédie de 1996. Pendant la tempête, l'excès d'eau a dévalé le ravin. Cela a submergé et détruit la plupart des barrages, libérant les sédiments qu'ils retenaient. Pendant ce processus, environ 6000 chargements de camions de rondins, de boue et de rochers ont été emportés. Les débris ont finalement été stoppés par un pont au-dessus du camping. Mais il n'a pas pu supporter la pression et s'est effondré, libérant une vague de gravats qui a submergé le canal artificiel et recouvert le terrain de camping. 87 personnes sont mortes lors de la catastrophe du camping de Biescas. Le dernier corps ne sera retrouvé que près d'un an plus tard, le 28 juillet 1997. Alors que des ouvriers déblayaient le lit du ravin près du lieu de la tragédie, ils ont retrouvé les restes d'un garçon de 6 ans. Compte tenu de la force destructrice de l'inondation, heureusement plus de 500 visiteurs aient survécu à la tragédie, dont beaucoup étaient absents du parc au moment des faits. Le maire de Biescas a rejeté toutes les accusations, affirmant au contraire que le camping avait été construit conformément à la réglementation. Pourtant, les archives ont montré qu'avant la construction, un fonctionnaire avait émis un rapport défavorable précisément en raison du risque lié à l'emplacement. Le gouvernement a imprudemment négligé l'avis d'un expert. Il était maintenant temps d'en payer le prix. Le tribunal de Huesca a rejeté une accusation pénale, invoquant l'inondation comme un événement exceptionnel et imprévisible, ce que les familles des victimes ont refusé d'accepter. Au lieu de cela, elles ont entamé une bataille judiciaire de 10 ans contre les autorités. Finalement, en 2005, l'Audience nationale a reconnu la responsabilité des autorités et a ordonné au gouvernement d'Aragon et au ministère de l'Environnement d'indemniser conjointement 63 des 87 victimes. Le gouvernement n'a jamais versé sa part de l'indemnisation, soit 11,2 millions d'euros. Quant au camping Las Nieves, il a été reconstruit, mais dans un nouvel emplacement, plus sûr. Un mémorial a été érigé à l'endroit où il se trouvait autrefois, rappelant tristement que la nature a ses lois et qu'on ne peut pas les contourner. Regardez ensuite cet épisode. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et laissez un commentaire si vous voulez soutenir la chaîne.